Alors, je voulais souhaiter la bienvenue au ministre, mais je ne les vois pas encore, je ne sais pas où sont. Mesdames, Messieurs les députés, chers invités d'honneur, chers camarades, chers amis, chers délégués de ce congrès, vous êtes l'organe suprême de l'OGBL. Vous êtes 300 délégués présents ici dans la salle. Vous êtes ceux qui décident du programme de l'OGBL, le plus grand syndicat dans le pays. Vous êtes ceux qui nous donnez la direction. Vous êtes syndicalistes et ou bénévoles qui nous montrent ce que signifie le mot engagement. Vous êtes membre du personnel et grâce à vous, l'OGBL fonctionne au quotidien. Vous êtes de jeunes syndicalistes, des syndicalistes chevronnés, vous avez plein d'idées et les syndicats ne sont pas une notion désuète, vous le montrez. Et vous êtes également des syndicalistes chevronnés qui êtes actifs depuis longtemps. Vous êtes encore dans la vie active, vous avez déjà pris votre pension et vous tous avez contribué à faire de l'OGBL ce qu'elle est aujourd'hui, le plus grand syndicat du pays et le plus puissant. Vous venez de tous les secteurs professionnels, vous avez différentes nationalités, vous êtes des jeunes, des seniors, des femmes, des hommes. Et ensemble, nous pouvons aborder les défis de l'avenir. Nous, ensemble, nous allons faire avancer l'OGBL dans l'intérêt de tous les salariés, de leurs familles, des pensionnés. Et je sais que je peux m'exprimer au nom de nous tous en disant que nous avons élu hier une excellente présidence. Je suis sûre que les bonnes décisions seront prises pour les GBL. Et chers camarades, j'ai été élue présidente hier. C'est un signe d'une grande confiance. Vous me faites confiance pour diriger l'OGBL pour les 5 prochaines années. Chers camarades, merci infiniment pour votre soutien. C'est un honneur immense pour moi que d'être votre présidente. Vous défendez les intérêts de nos plus de 70 000 membres. Je sais quelle est la responsabilité que vous me confiez. Vous savez tous que j'ai beaucoup de respect face aux défis qui nous attendent, mais je suis prête à assumer cette responsabilité et j'y mettrai tout mon engagement. Pendant tout mon mandat, je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour mener à bien le mandat que vous m'avez confié hier. Ce mandat ne sera pas simple. L'héritage, cet héritage, c'est un grand honneur en même temps, mais une grande responsabilité. Je reprends la présidence de l'OGBL, née sous l'impulsion de John Castagnaro, étoffée sous Jean-Claude Reding et qui a été préparé à l'avenir par André Röllchen ces dernières années. Dès le départ, j'ai toujours coopéré étroitement avec André. Nous avons eu beaucoup de réussite ensemble. André, je tiens à t'adresser des remerciements très particuliers aujourd'hui. Avec des milliers de syndicalistes actifs, un syndicat a été créé, s'est développé et qui fait partie du paysage au Luxembourg. Il y avait le LAV et puis la majorité de la FEB s'est ajoutée à côté des personnes de la LEBA, de la FGIL, du NHV. Hier, nous avons fêté notre 40e anniversaire. Chers camarades, l'OGBL a 40 ans et depuis 40 ans, il a laissé sa trace dans l'histoire syndicale au Luxembourg. C'est un bel héritage et, chers camarades, nous devons maintenant poursuivre sur cette voie.
Donc, le mot continuité a toujours joué un rôle à l'OGBL et cela ne va pas changer. La continuité de nos valeurs syndicales, de nos valeurs humaines, la continuité de notre unité, de notre cohésion solidaire, la continuité, bien sûr, de notre ligne programmatique, de nos priorités politiques, de tout ce à quoi nous croyons. Et la continuité ne signifie pas arrêt ou mise à l'arrêt. Notre syndicat est un mouvement. Quand on dit mouvement, on dit évolution, changement. Et tout comme la société ne s'arrête pas, évolue, nous, mouvement syndical, devons nous adapter aux circonstances changeantes. Dans un monde où l'information est vulgarisée, dans un monde où la presse écrite est de moins en moins lue, malheureusement, dans un monde où certaines personnes lisent l'actualité sur les réseaux sociaux, où les messages politiques se résument à des ragots, dans un monde où Donald Trump peut devenir président des États-Unis, eh bien nous, en tant que syndicat, nous avons un rôle important à jouer. Ce qui nous caractérise, ce sont les contenus, des contenus réels, l'information, la sensibilisation des personnes sur les sujets qui comptent vraiment, la transmission du savoir, de la qualité du contenu. Et nous ne travaillons pas avec des mots-clés ou avec des paroles creuses ou des slogans. Donc, notre communication vers l'extérieur, elle est extrêmement importante pour l'évolution du syndicat. Le degré d'attention devient de plus en plus court. Nous vivons dans un monde très rapide, mutation célère, et nous devons continuer à nous adapter, à évoluer, à nous moderniser. Et chers camarades, en élisant une femme à la tête de l'OGBL, nous montrons que l'OGBL est prêt pour faire face à ce changement. Dans les statuts de l'OGBL, on a toujours fait attention à inclure le féminin, sauf dans cet article qui porte sur la fonction de président. Là, on n'a pas pensé au féminin. Et c'est la raison pour laquelle je suis vraiment fière de nous. Et cela a été possible ici, pour les femmes de manière générale, pour la lutte, pour l'égalité entre femmes et hommes, et pour montrer également que nous, OGBL, pouvons être un exemple de modernité. Je suis vraiment heureuse de cette évolution pour l'OGBL, pour mon syndicat, et je suis incroyablement fière de pouvoir être cette personne. Cependant, l'OGBL ne se limite pas à la présidence ou à la présidente. Il est mené par un bureau collectif, donc qui est bien prêt à relever les défis de l'avenir. 118 collaborateurs travaillent tous les jours pour l'OGBL dans l'intérêt de nous tous. L'OGBL, ce sont des milliers de délégués du personnel, des pensionnés, des militants et plus de 70 000 membres. Chers camarades, c'est ça l'OGBL. Nous pouvons être fiers de notre passé et nous pouvons tourner notre regard vers l'avenir et dire « l'avenir nous appartient ». Nous le savons, le Luxembourg n'est pas une île. Nous nous mouvons dans un contexte international difficile. Aujourd'hui, des décisions politiques sont prises au Luxembourg et en Europe. Et l'Europe traverse une crise. Hier, nous en avons déjà beaucoup parlé. Mais il faut le redire, les modèles sociaux qui ont été construits ces dernières décennies sont en train d'être démantelés et attaqués en Europe. La situation devient de plus en plus critique. Il s'agit de l'Europe de la dernière chance, cela a été dit, et plutôt que de grandir ensemble, les pays s'isolent. Au lieu de construire des ponts, des murs sont érigés. Les frontières physiques, psychologiques sont érigées et les conflits d'intérêts entre les pays font que le projet européen n'arrive pas à avancer. Chers camarades,
la Grèce n'aurait pas dû être laissée seule. Une autre politique aurait été possible. La solidarité aurait dû être beaucoup plus importante déjà à l'époque entre pays européens. Mais la crise économique, la politique d'austérité qui s'est ensuivie, le chômage, l'exclusion sociale, l'augmentation des inégalités, la peur de l'avenir, tous ces éléments ont généré une crise de confiance chez les citoyens. Et ensuite s'est ajoutée la crise des réfugiés, le Brexit, la peur du terrorisme. Eh bien, c'est le terreau fertile de mouvements nationalistes, populistes et racistes. Et si chaque année, des milliers et des milliers de personnes fuient la guerre, meurent en Méditerranée et l'Union européenne n'est pas capable d'agir, et sur la plupart des pays de l'UE, des partis d'extrême droite voient le jour, des partis d'extrême droite gagnent en importance. Et si, par exemple, l'AfD a remporté plus de 20% en Allemagne, si un jeune sur 5 est au chômage en Europe, alors cette situation sociale devient inacceptable en Europe. À cela, il faut ajouter les rapports de force dans la société. Là aussi, il y a eu une évolution, le pouvoir du capital sous la forme des multinationales et des grandes banques et institutions financières. Le processus d'intégration européen, l'approfondissement de l'UE s'est fait sous le signe du libéralisme. Or, un libéralisme économique qui ne vise que l'amélioration des profits au détriment des salariés, au détriment des chances de se développer, au détriment de l'environnement. Ça ne peut pas continuer comme cela. Cette politique ne fait que redistribuer les richesses de manière injuste. Les richesses sont réparties entre de moins en moins de personnes. La spéculation augmente, les dividendes augmentent également plus rapidement que le travail. Donc, les inégalités se creusent, atteignent des valeurs inédites dans des pays industrialisés. Les perspectives d'avenir des jeunes sont alarmantes. De plus en plus de citoyens sont concernés par la pauvreté dans l'âge également, les personnes mal assurées également au niveau social. Le pouvoir d'achat recule, la privatisation, le démantèlement des services publics, des prestations sociales, de la sécurité sociale, les infractions aux droits du travail, aux droits de cogestion, de participation. Ce sont là les facettes d'une même médaille. Autre exemple, là aussi, les objectifs économiques priment sur les objectifs sociaux. Les accords commerciaux entre les pays, le TTP, le CETA, le JEFTA, dans ces accords d'investissement et de partenariat, c'est surtout un démantèlement qui s'y cache. Donc, les conditions sociales, environnementales et la protection des données sont nivelées vers le bas. L'Union européenne ne vit pas que des exportations. Elle doit également pouvoir vivre de son marché intérieur et nous devons saisir les occasions du marché intérieur. Pour les budgets, nous avons besoin d'une reprise. Pour les ménages, nous avons besoin d'une amélioration du pouvoir d'affaires, du pouvoir d'achat. Nous avons besoin de rémunération correcte. Nous avons besoin de programmes d'investissement importants. Nous avons besoin d'une politique d'investissement européenne qui mérite ce nom. C'est ça la direction à prendre. C'est ça le chemin de l'avenir. Dans ce contexte, nous savons qu'il est important de coopérer avec les syndicats au niveau international. Et nous avons besoin d'une confédération européenne syndicale importante. Au niveau européen et international, l'OGBL va tout faire avec les différents acteurs pour fixer les bonnes priorités.
pour la majorité et pas pour les quelques privilégiés, pour les 1%. Nous avons besoin d'une Europe sociale maintenant, tout de suite. Nous avons tous mérité une meilleure Europe sociale pour les citoyens, pour les salariés et leurs familles. Il faut en finir avec les inégalités. Il faut davantage de cohésion sociale. Et c'est la raison pour laquelle nous lançons un appel au gouvernement pour qu'il mise sur des valeurs, l'égalité, la cohésion, la solidarité, la justice, l'humanité, la tolérance, la paix et la démocratie. Voilà les valeurs sur lesquelles doit s'appuyer l'Europe. Et c'est ainsi que l'OGBL a élaborer son programme au niveau européen contre le dumping social pour de meilleurs salaires, pour un salaire minimum au niveau européen, pour la ratification des conventions de l'OIT, pour davantage de droits de cogestion, de participation, pour la protection des droits des salariés, pour une politique industrielle coordonnée en Europe contre le désarmement, pour un avenir sans peur. Chers camarades, nous ne pouvons parler d'avenir que si nous avons un endroit où vivre cet avenir, c'est-à-dire notre planète, notre terre, l'eau, l'air que nous respirons, nous sommes en train de détruire tout cela. Le réchauffement planétaire est un problème réel avec des conséquences réelles. Nous n'avons plus de temps. Cela a été dit hier également. Nous sommes confrontés à des conditions météorologiques extrêmes, y compris au Luxembourg, plus de 40 degrés à Steinzel cet été, 40,8, un ouragan à Pétange et à Bacharach qui a détruit beaucoup de maisons. Heureusement, personne n'a perdu la vie. Mais ce que l'on dit pour le Luxembourg, c'est valable pour d'autres pays du monde, pour le reste du monde, dans des proportions autres. Là, il s'agit plutôt des moyens de subsistance ou des vies de milliers et de milliers de personnes. Les phénomènes météorologiques extrêmes augmentent. Nous savons qu'en moyenne, ces 5 dernières années ont été les plus chaudes au cours du siècle dernier. Un exemple, c'est la fonte des glaces au pôle Nord depuis 1980. Les calottes glaciaires ont diminué de 7,9 millions de mètres carrés à 4,2. Les incendies, les criminels en Amazonie, les phénomènes météorologiques extrêmes auxquels nous sommes confrontés et le seront également à l'avenir ont une influence directe sur la vie des êtres humains sur cette planète. Et les changements climatiques ont des incidences économiques également. Un exemple, le secteur des assurances en 2018, 85 milliards de dollars ont été versés au titre d'indemnisation pour des dégâts causés par des épisodes extrêmes. C'est beaucoup plus qu'il y a 40 ans, 20 fois plus qu'il y a 40 ans. L'OGBL défend des valeurs, la justice sociale, les droits du salariat, la sécurité, la santé, un bon salaire, une vie de qualité. Et toutes ces valeurs sont menacées si nous n'arrivons pas à faire face à la crise climatique. C'est la raison pour laquelle l'OGBL prend en sérieux les changements climatiques. Nous défendons la justice climatique, une transition équitable. L'humanité consomme plus que de ressources disponibles. Les ressources ne sont pas limitées, illimitées, elles sont limitées. Donc, nous devons arriver à une économie sobre en carbone ou neutre en carbone, et que ce soit juste pour les salariés, quelle que soit la couche sociale, l'origine sociale. La protection du climat n'est pas une affaire de luxe pour quelques personnes ce ne sont pas les plus pauvres qui devraient souffrir le plus donc des effets du changement climatique. Il y a une dimension de justice sociale ici, dans cette question des changements climatiques. Et c'est la raison pour laquelle la protection de l'environnement doit être à l'avant-plan, y compris sur le marché du travail, dans tous les secteurs. Et il faut agir immédiatement. Il faut adopter des mesures pour
sécuriser des emplois. Nous avons besoin de formation continue pour tenir compte de tout cela, pour que nous soyons prêts pour l'avenir. Nous savons tous que cela coûtera quelque chose et donc il nous faut une politique fiscale juste. Les coûts doivent être assurés par ceux qui en ont les moyens. La justice signifie que chacun doit apporter sa contribution, mais en fonction de ses moyens. Et c'est une bonne chose que les transports publics deviennent gratuits. Mais il faut que ces transports soient de bonne qualité et que l'infrastructure suive pour que les citoyens utilisent ces transports. Davantage d'investissements en recherche et développement et l'accès à l'énergie doit devenir un droit pour chacun. Il faut que cela reste un service public. Et c'est ce que défend l'OGBL pendant des mois. La protection de l'environnement joue un rôle important pour nous. Cela se reflète dans notre programme. Pour toutes ces raisons, il est logique, il est normal que l'OGBL ne puisse que s'associer à des manifestations telles que Fridays for Future pour la planète. C'est un sujet important pour notre syndicat. Nous ne sommes pas un groupe qui ne défend que des intérêts spécifiques. L'OGBL est au centre des intérêts de notre société. Parce qu'on ne peut que faire quelque chose que si les jeunes commencent à se défendre. On a besoin d'eux pour avancer. Chers camarades, il y a beaucoup de plans sur la planche. Frédéric nous donnera le programme du Congrès cet après-midi, la résolution programmatique avec les points forts de notre programme. Le programme est élaboré de telle façon à ce que les grandes revendications de l'OGBL de la petite enfance à l'âge de la pension sont reprises justement dans ce programme. Je ne peux pas vraiment parler sur chaque sujet de ce programme. C'est pour ça que vous avez le programme dans vos documents. Mais cela commence avec nos positions politiques en concernant la garde des enfants, la scolarité, l'intégration à la vie professionnelle, l'emploi, le monde du travail, la vie familiale et le logement, surtout le logement. Il faut que le gouvernement agisse. On ne peut plus accepter une situation où il devient presque impossible de trouver un logement au Luxembourg. L'OGBL est contre toute discrimination. Nos positions politiques au niveau national et international sont également décrites dans ce programme, également le rôle de l'OGBL lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts de ceux qui sont moins bien lotis. Les pauvres, les gens malades, les gens qui ont besoin d'assistance. L'OGBL lutte pour un bon système public de retraite. Je ne peux pas élaborer sur tous les points, mais il y a quand même une certaine ligne claire, c'est-à-dire l'État social, l'assurance sociale. C'est le plus important pour les salariés, outre notre rémunération et nos conditions de travail. Et à ce moment, on va vraiment lutter contre toute détérioration des conditions parce que nous avons besoin d'un État social, d'un bon État social pour nous, pour nos enfants. Il faut également une bonne assurance dépendance. Il faut une bonne assurance santé où tout le monde a accès, où il n'y a pas de médecine à deux classes. Il faut de bonnes prestations dans notre service des soins et de santé. Il faut un personnel qualifié et il faut également une bonne qualité de vie à l'âge plus avancé. C'est plutôt effrayant si on voit qu'ici au Luxembourg, la qualité de vie des
personnes âgées a fortement diminué et détérioré. Nous demandons donc une politique au profit des seniors ici au Luxembourg, avec de bonnes prestations, avec des aides pour justement faire toutes ces démarches grâce aux instruments numériques, avec des nouvelles formes de logement intergénérationnel, etc. Et un des piliers principaux de notre assurance sociale, c'est notre système public des pensions. Notre système des pensions, c'est vraiment une des grandes avancées du salariat. Et il est toujours attaqué par l'Europe et par le patronat. Et c'est absolument inacceptable, chers collègues. Avec l'OGBL, il n'y aura pas de détérioration des pensions. L'État et les entreprises sont responsables et doivent prendre en compte leurs responsabilités. Après une longue vie de travail, on a le droit à une bonne vie. La pension ne doit pas mener à une détérioration des circonstances matérielles, ni aujourd'hui ni demain. Chers camarades, un des points forts de notre travail politique a toujours été et sera toujours la lutte contre les inégalités. On a dit pas mal de choses par rapport à ce sujet, mais on voit que les écarts se creusent de plus en plus à l'échelle mondiale. Oxfam, l'association britannique, a démontré que la fortune des riches ne cesse de devenir de plus en plus grande. Les milliardaires s'enrichissent de plus en plus. L'année passée, on a vu que seulement 26 personnes physiques avaient la fortune qui correspondait à la moitié de l'humanité qui avait moins qu'eux. Ils avaient donc plus que 3,8 milliards de personnes. Cela concerne le monde entier, mais également le Luxembourg. C'est scandaleux que dans un pays comme le Luxembourg, qui est riche, le risque de pauvreté ne cesse d'augmenter et que les inégalités ne cessent que d'augmenter. Il n'y a pas de répartition. Tous les indicateurs montrent qu'on va dans la mauvaise direction. Et un des indicateurs est le coefficient Gini. C'est un coefficient un peu abstrait, mais internationalement reconnu pour mesurer les inégalités. Il est toujours entre 0 et 1. S'il est à 0, cela veut dire que chacun aurait le même revenu. L'autre extrême, 1, signifie qu'une personne aurait toute la fortune et toutes les autres personnes rien du tout. On n'est pas encore là, mais la tendance est plutôt inquiétante. Le coefficient Gini au Luxembourg est au-dessus de la moyenne européenne, c'est-à-dire l'écart entre les salaires élevés et les salaires plus bas commence à se creuser de plus en plus. Il y a quelques années encore, on était pareil aux pays scandinaves et aujourd'hui, on était au-delà de la moyenne. On n'a plus le triple A social. Le risque de pauvreté est de plus de 18% ici au Luxembourg. C'est inacceptable. 30% des ménages ont des problèmes à faire face à des dépenses en fin du mois. Et ces inégalités et ces difficultés sont encore plus prononcées pour certaines catégories de personnes. Par exemple, les familles avec enfants, surtout auprès des familles monoparentales, auprès des chômeurs, des locataires, des salariés. Chers camarades, celui qui a un travail doit pouvoir vivre du salaire de son travail. Et notre revendication d'une augmentation de 10% du salaire minimum reste valide. Les transferts sociaux ne suffisent plus pour justement faire face à ces inégalités. Il y a de plus en plus de prestations en nature, mais il y a beaucoup de gens qui n'en profitent pas. Surtout les frontaliers sont concernés.
Et c'est vraiment un problème fondamental pour nous en tant qu'OGBL si le gouvernement fait une politique fiscale, sociale, aux dépens des frontaliers. Quelqu'un qui travaille ici au Luxembourg, qui paye ses impôts ici au Luxembourg, doit profiter des mêmes prestations de l'État social que ceux qui vivent au pays. En ce qui concerne les inégalités, c'est surtout très prononcé auprès des familles avec enfants. C'est normal puisque depuis 2006, les allocations familiales n'ont plus été adaptées, ce qui veut dire que 20%, qu'ils ont diminué de 20% de valeur. Et la réforme de 2015 a même empiré les choses pour les allocations familiales. Il est donc peu étonnant que les familles avec enfants soient particulièrement susceptibles d'être pauvres. Dans l'accord avec le gouvernement, on a dit que les allocations doivent être adaptées à l'évolution du salaire. Madame Khan, on attend toujours que le gouvernement tienne ses promesses. Il ne suffit pas de faire une indexation des allocations familiales juste avant les prochaines élections. Il faut agir maintenant. Chers camarades, un autre instrument très important pour justement réduire les inégalités est également la politique fiscale. La réforme de 2017 était un tout petit pas dans la bonne direction. Pour le ministre des Finances, c'était la réforme la plus équitable de tous les temps. Nous, on a une autre opinion, on le voit différemment. Il faut d'abord un équilibre entre la charge fiscale des entreprises et des particuliers. La charge fiscale des entreprises augmente beaucoup moindre que la charge fiscale des particuliers. Et chers collègues, je parle ici des grandes entreprises qui font de gros bénéfices. Et à l'aide de consultants spécialisés, ils réduisent leur charge fiscale pratiquement à zéro. Et ceci contrairement aux petites entreprises locales. Et nous n'acceptons pas que cette charge fiscale des entreprises soit de diminuer de plus en plus. On ne peut pas avoir une bonne infrastructure en tant qu'entreprise et en même temps ne pas participer au financement de ces bonnes infrastructures. Une autre injustice flagrante de notre système fiscal, c'est la différence fiscale au niveau des capitaux et des salaires. Une personne qui a des gains en capitaux de 50 000 € par an paye 5 fois moins d'impôts qu'une personne qui a un salaire de 50 000 €. Est-ce que cela est juste ou équitable? À mon avis, non. Les dividendes ne sont reprises qu'à 50%. Il y a également pour les stocks options, elles ne sont pas non plus prises en compte à leur pleine valeur pour l'impôt. Les actions ne sont pas imposées du tout. Nous n'acceptons pas une telle réforme fiscale. Nous voulons une autre justice fiscale. Ce qu'on a maintenant n'est pas de justice fiscale. Et puis, les gros salaires ne sont pas imposés très fortement. On a toujours dans notre barème ce qu'on appelle le Mittelstandsbuckel, ce qui veut dire que, surtout pour les salaires moyens, l'imposition progresse fortement, ce qui n'est pas le cas pour les gros salaires. Il faut donc adapter le barème régulièrement au taux d'inflation. Pour cette grande réforme fiscale qu'on nous promet, qu'on nous a annoncée, il y a une revendication claire, plus de justice en ce qui concerne l'imposition.
Il faut que les salaires moyens et les petits salaires soient délestés. Des mesures pour aider les monoparentaux. Et cette individualisation de l'impôt, c'est un aspect social très important, mais elle ne devra pas mener à une détérioration de la situation, à une plus grande injustice fiscale qui pèse encore plus sur les petits et moyens salaires. Cette individualisation ne doit pas nous faire oublier notre revendication de base, c'est-à-dire la justice fiscale. Nous n'acceptons pas une telle réforme fiscale. Chers collègues, la plus grande injustice n'est pas seulement le salaire, mais également le patrimoine. Là, on manque de justice. Il n'existe plus d'impôt sur la fortune. Depuis longtemps, on demande justement que cet impôt soit réinstauré. Il faut également penser à une imposition sur justement les héritages en ligne indirecte, pour que les héritages de vos parents, etc., restent non imposables. Mais si on hérite de 10, 20 ou 30 millions, alors je trouve que c'est adapté de payer un peu plus d'impôts, parce que sinon, il n'y a pas de justice fiscale. Monsieur Gramagna, il y a du pain sur la planche. On veut vraiment un système fiscal qui soit équitable. Chers camarades, dans le logement, rien ne va plus. Il y a les liens qui ont vraiment, qui sont endettés jusqu'à la fin de la vie, les autres qui s'enrichissent à un point vraiment indécent. Il y a quelques peu qui ont vraiment une grosse propriété. Il y a pratiquement 3000 hectares de terrain qui pourraient être construits, des terrains constructibles qui sont en propriété de personnes privées. Ça fait plus de 13 milliards qui appartiennent à 159 personnes. 159 personnes qui ont des terrains pour 21 milliards d'euros. Alors là, il faut agir de manière courageuse pour générer des logements abordables. Cette politique de l'offre a vraiment été un échec colossal. Il y a encore plus de spéculation. Les profits sont encore moins imposés. Depuis des mois, on a déjà donné des pistes au gouvernement pour justement libérer plus de terrain pour la construction. Pour éviter la spéculation, il y a ces investissements, ces fonds d'investissement spéciaux qui doivent disparaître. Il faut une imposition progressive des gros propriétaires. Il faut une taxe spécifique sur les terrains qui ne sont pas utilisés. La plus-value sur les profits doivent être imposées normalement. L'État doit avoir les moyens juridiques pour avoir plus de terrains constructibles. Il faut investir dans le logement abordable. Le mécanisme du plafonnement des loyers doit être amélioré et appliqué de façon sérieuse. Il doit y avoir des aides normales parce que le logement, c'est un droit de base. Chacun doit avoir la possibilité d'avoir un logement ici au Luxembourg ou dans les régions frontalières. C'est pourquoi on va agir, on va continuer à agir et dans les semaines et mois à venir, il y aura une campagne sur le logement lancée par l'OGBL. Chers camarades, notre monde change. Les enjeux pour les syndicats sont grands, sont massifs.
On l'a déjà souvent dit, le monde du travail est en train de changer radicalement. Il y aura de nouvelles opportunités, c'est vrai, mais en même temps, il y a aussi de grands dangers. Ce n'est qu'ensemble qu'on pourra lutter afin que le contrat de travail classique ne devienne pas l'exception, mais reste la norme, pour éviter qu'à l'avenir, chacun travaille partout et à tout moment, pour que les relations de travail soient en CDI et pas dans le cadre de CDD précaires et de nouveaux statuts et de faux indépendants. On va lutter pour ces postes de travail qui sont menacés par la numérisation. On va lutter pour une réorientation, une formation rapide de ceux qui perdent leur travail. Et nous allons préparer les salariés à ces changements. La numérisation est l'un des grands défis de notre ère, est un des grands défis pour notre syndicat. C'est un processus qui a commencé lentement, qui a débuté dans la Silicon Valley et qui ne sera plus freiné. Mais la question de base qui se pose est que comment justement encadrer ce processus en tant que syndicat pour défendre les acquis des salariés et pour améliorer les acquis des salariés. Comment lutter pour que le travail ne devienne pas quelque chose d'inhumain. Comment assurer de bonnes conditions de travail, de rémunération dans un monde numérisé. Il y aura de grands changements sociaux, technologiques et économiques. Il faut donc se poser la question comment adapter le marché du travail, comment éviter la précarité, le chômage, l'insécurité pour les salariés. Et l'OGBL demande donc un paquet global, un plan de sécurisation du parcours professionnel pour le salarié et qui sera justement ancré dans l'accord. L'instauration obligatoire d'un bilan social dans les entreprises pour justement éviter la catastrophe, l'amélioration de la loi sur le licenciement économique, de la loi sur le maintien dans l'emploi, la loi sur les faillites, etc. Outre l'automatisation dans le monde du travail, on a également cette flexibilisation du monde de travail. Avec les nouveaux modèles de travail, il est désormais possible de travailler de manière flexible, ce qui veut dire complètement mobile, indépendant de temps et d'espace. Alors, il faut se poser la question de la conciliation entre vie professionnelle et vie privée, des temps de travail irréguliers, de plus en plus de flexibilité, de plus en plus de disponibilité, une charge de travail qui a augmenté de façon considérable, être toujours disponible par smartphone, etc. Tout cela veut dire qu'il faut protéger des conditions de travail. L'OGBL va donc définir des modèles de travail innovateurs qui permettent une conciliation entre vie professionnelle et familiale. Il faut donc parler également d'une diminution du temps de travail. Du fait d'une diminution du temps du travail à salaire égal, on peut éviter que les gens deviennent malades et il y a assez de marge économique pour justement procéder à cette diminution. Même chose pour le télétravail qui augmentera par l'avenir, pas dans toutes les professions, pas dans tous les secteurs, mais il y a également des désavantages d'un tel modèle. Outre le danger d'un isolement du salarié, il y a également des problèmes pour définir c'est quoi le temps les loisirs, le temps libre et le temps de travail. Il y a un manque de contact avec les collègues, etc. C'est pour ça qu'il y a encore de grandes barrières par rapport au télétravail, parce qu'il n'y a pas d'harmonisation avec nos pays voisins.
Et il y a également des désavantages pour les frontaliers en ce qui concerne le télétravail. Encore un commentaire en ce qui concerne les risques pour la santé des nouvelles technologies mobiles. Les personnes qui ont un niveau élevé de digitalisation dans leur travail sont plus stressées, c'est évident. L'intensité du travail augmente, la pression du temps augmente, ce qui peut rendre malade. Et pendant votre temps libre, vous pensez toujours à votre travail, vous n'arrivez pas à justement penser à autre chose qu'au travail, ce qui amène des dangers pour votre santé physique et mentale. Et puis, lorsque les frontières entre la vie professionnelle et privée n'existent plus, les deux sont impactés négativement. C'est pour cela que l'OGBL est en train de réfléchir sur un droit à la déconnexion. La meilleure méthode, à notre avis, serait de n'avoir pas accès à nos emails pendant notre temps libre. Mais il y a également d'autres moyens pour assurer ce droit à la déconnexion. Et il faut justement introduire ces droits grâce aux conventions collectives et aux accords intersectoriels. Ce n'est que par ces moyens-là qu'on peut se protéger contre ce surmenage. Et il faut en plus renforcer le dialogue social. Tout le monde le sait, tout le monde le dit. Même l'OCDE le dit, qui souligne l'importance du dialogue social. Les traités européens prévoient explicitement le renforcement du dialogue social au niveau européen. Au Luxembourg, on est en train de délibérer d'une nouvelle constitution. Le dialogue social, c'est un des éléments les plus fondamentaux de notre société, de la vie économique. Le salariat a un droit de co-gestion, de co-détermination. Il faut plus de démocratie dans notre monde du travail, dans notre société. C'est pour cela qu'il faut ancrer le dialogue social dans notre Constitution. L'OGBL et les syndicats en général doivent faire face à de gros défis. Les temps changent, il faut s'adapter. Les syndicats doivent également développer de nouvelles méthodes. Nous devons nous moderniser, nous devons mieux nous adapter aux réalités d'aujourd'hui. Mais un de nos devoirs principaux, c'est bien sûr les négociations des conventions collectives. La couverture de nos conventions collectives est insuffisante. Plus de 50% des entreprises luxembourgeoises n'ont pas de convention collective. C'est inacceptable. L'OGBL demande de bons salaires pour chaque travailleur. Et tout cela ne peut se faire que grâce aux conventions collectives, parce que les bons salaires, et vous le savez tous et toutes, les bons salaires, c'est pas facile pour les avoir. Il faut lutter pour les avoir. Même chose pour les bonnes conditions de travail, pour la sécurité au lieu de travail, pour le droit à la formation, pour les temps de travail acceptables, de bons congés. Tout cela est négocié grâce aux conventions collectives. Et les négociations sur les conventions collectives se font sur base d'une législation, et cette législation a besoin d'être améliorée. Et le fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de convention collective montre qu'une réforme de cette loi est nécessaire. Des milliers de salariés dans les petites et moyennes entreprises n'auront jamais la possibilité d'avoir une convention collective parce que l'OGBL ne peut pas négocier. C'est pour cela qu'il faut réformer la loi en ce sens. Il faut promouvoir des conventions collectives sectorielles. Il nous faut une réforme qui vise à promouvoir les droits syndicaux. Ça veut dire une convention collective pour tous.
et les procédures législatives doivent être réformées. Si vous avez participé à des négociations collectives, vous le savez, toutes les procédures de conciliation en ce qui concerne les droits de grève ou les définitions des cadres supérieurs, etc., il y a pas mal d'éléments qui doivent être repensés. Chers camarades, tous ces défis de ce nouveau monde du travail nous concernent tous. Les gens qui travaillent, mais également les entreprises. Et ils doivent tous être intégrés dans une législation du travail forte qui protège les droits des travailleurs. C'est cela dont il faut discuter, dialoguer et négocier dans le cadre du dialogue social avec les partenaires sociaux. C'était toujours la force de notre pays. C'est la force de notre modèle social luxembourgeois. Et même si l'UL pense que ce dialogue social était pour eux vraiment un aspect plutôt négatif, nous savons que la paix sociale qu'on connaît ici au Luxembourg, et contrairement à nos pays voisins, est vraiment le résultat justement de ce dialogue social. Pendant plus de 40 années, ce dialogue social a vraiment aider à promouvoir notre développement social et économique. Et nous essayons vraiment de promouvoir les intérêts des travailleurs dans le cadre des négociations. C'est pour cela qu'on veut le dialogue social au lieu d'une confrontation sociale. Dialogue social rime négociation, rime trouver des compromis, chers camarades. Seulement si cela n'est plus possible, il y aura des conflits et l'OGBL est prêt à reprendre le défi du conflit si cela devient nécessaire. Beaucoup de choses ont déjà été dites, c'est pour ça que je serai brève. L'OGBL tient au modèle de la tripartite et l'a montré lors de la manifestation du 19 novembre. 2000 militants ont montré qu'il n'était pas possible de travailler sans ou de forger le monde du travail sans les syndicats. Les gens ne vont pas se laisser ôter leurs droits syndicaux. Le 19 novembre, les 3 syndicats représentatifs étaient unis pour défendre les intérêts du salariat et des familles. Le salariat ne veut pas un affaiblissement, une détérioration, ni dans l'entreprise, ni au plan national. 40 ans après la création de l'OGBL va poursuivre tous ses efforts pour organiser les salariés au sein d'un syndicat fort. Hier et ce matin, une étape importante a été franchie. Nous pouvons être fiers. Nous nous sommes rapprochés des camarades du Landverband. Ce n'est qu'ensemble que nous pouvons être forts, quel que soit notre lieu de vie, quelle que soit notre couleur de peau, notre religion, notre orientation politique, notre métier. Nous sommes tous représentés à l'OGBL. Et chaque jour, énormément de personnes doivent quitter leur pays pour venir travailler au Luxembourg. Et ces camarades paient leurs impôts, leurs cotisations sociales au Luxembourg. Ces camarades contribuent en grande partie à la richesse de ce pays, contribuent au financement de notre État social, de notre sécurité sociale. Et c'est la raison pour laquelle l'OGBL revendique que les droits s'appliquent à tous les salariés sans discrimination, indépendamment du lieu de résidence ou de la nationalité. Cela vaut donc pour l'égalité de traitement fiscal entre résidents et frontaliers, mais c'est vrai pour d'autres mesures, les transports publics gratuits. Les milliers et milliers de frontaliers doivent également pouvoir en profiter et ne pas être défavorisés. Donc l'OGBL demande que cette gratuité soit étendue jusqu'à la première gare des pays voisins. Nous voulons que le gouvernement adopte des lois et trouve des accords bilatéraux avec les pays voisins afin que les frontaliers ne soient pas défavorisés.
Et c'est la raison pour laquelle nous devons renforcer les sanctions transfrontalières, enfin frontalières plutôt, et renforcer toutes les structures dans la grande région. Le Conseil syndical interrégional de la grande région, nous devons renforcer ces structures. Le Luxembourg, plus de 50% de la main-d'œuvre du Luxembourg vient de l'étranger. Et donc, le moment est venu de reconnaître, d'apprécier, de valoriser les frontaliers. Les frontaliers et les résidents ne doivent pas être mis en concurrence. Il faut au contraire les mêmes droits pour tous, sans aucune différence. Chers camarades, et quand nous parlons d'égalité de traitement, de lutte contre les discriminations, alors à titre personnel, je dirais qu'à l'avenir, il faut accorder la même importance à l'égalité entre femmes et hommes. Il est inadmissible, et je regarde mes camarades de la section féminine, il est inadmissible qu'au XXIe siècle, dans l'un des pays les plus prospères au monde, que la situation soit la suivante. Les femmes continuent à gagner moins pour un même travail que les hommes. L'égalité de traitement, malheureusement, n'est pas encore une réalité, ni dans le monde du travail, ni dans la société dans son ensemble. L'égalité des chances, créer des conditions pour que chaque femme puisse décider elle-même de la manière dont elle veut mener sa vie. Voilà nos objectifs. L'indépendance financière doit être l'étalon. C'est la raison pour laquelle l'OGBL va continuer à lutter contre toute forme d'inégalité de traitement entre femmes et hommes. Et sur ce sujet, je le répète, c'est important de le dire, le meilleur moyen pour lutter contre les inégalités entre femmes et hommes, ce sont les conventions collectives. Chers camarades, je suis tout à fait consciente, merci, que ce ne sont ici que quelques-uns des défis qui nous attendent. Au niveau international, européen, national, nous avons des défis à relever. La société devient de plus en plus complexe. La mondialisation, la numérisation, l'évolution démographique, l'individualisation dès la plus tendre enfance dans notre société, un marché du travail de plus en plus fragmenté, une évolution de la production vers les services. Tout cela ne nous simplifie ni l'avenir ni la sécurité. Nous sommes confrontés à de nouveaux défis et nous sommes prêts à nous mesurer à ces défis parce que, chers camarades, nous sommes les constructeurs d'avenir. L'avenir nous appartient. Nous l'avons démontré et nous l'avons dit dans le rapport d'activité. Nous avons vu que nous avons enregistré beaucoup de succès. Nous avons pu avancer sur un grand nombre de questions. Et c'est avec une grande joie que je peux dire que nous tenons nos promesses. Nos promesses faites lors du dernier congrès, j'ai vérifié dans les rapports. Lors du dernier congrès, nous avions promis que nous allions nous occuper du temps de travail. Et nous l'avons fait tous ensemble, en négociant, en entrant en conflit, en manifestant dans la rue. Nous avons réussi à imposer nos revendications. Et c'est vrai pour d'autres sujets, d'autres réalisations. Je ne vais pas toutes les citer, mais au nom de l'OGBL, au nom de tous ses membres, je tiens à vous remercier pour votre engagement tout au long de ces années. Nous avons connu une période turbulente, mouvementée. C'est incontestable. Et nos syndicats interprofessionnels ont beaucoup traversé également. Dans nos syndicats interprofessionnels, nous avons des secrétaires centraux, des secrétaires adjoints, des directions syndicales, et toutes ces personnes ont beaucoup œuvré
Et ces personnes sont confrontées aux mutations sur le marché de travail. Ces personnes, grâce à leur engagement, font avancer l'OGBL tous les jours. Et dans ces structures, il y a également un problème générationnel au niveau du personnel. Nous avons des secrétaires, des membres du personnel qui ont beaucoup d'expérience, mais qui vont bientôt ou ont déjà pris leur retraite. Donc, j'aimerais remercier infiniment les secrétaires qui ont pris leur pension, les membres du personnel qui ont pris leur pension. Mais cela continue. Nous sommes optimistes. Nous avons recruté ces dernières années des jeunes motivés qui ont envie d'agir. Je tiens à les remercier. Merci d'avoir choisi l'OGBL. Beaucoup d'activités ont été menées par ces syndicats. André, dans son rapport d'activité, il a abordé certains points. Je n'aurai pas le temps maintenant de tout citer. C'est pourquoi vous avez ce rapport de 300 pages dans votre dossier que vous pouvez regarder à tête reposée. J'aimerais tout de même revenir sur certains points. Les grandes mobilisations, les grandes activités, l'engagement de nos délégués dans différents secteurs, une phase de mobilisation très active dans le secteur de la construction. Cela a été abordé hier. Alors ici, j'ai dit camarades au masculin et pas au féminin. En tout cas, là, les camarades ont dû beaucoup se battre, beaucoup mobiliser et jusqu'à organiser une grande manifestation en ville. Grâce à leur engagement, ces camarades ont réussi qu'une convention collective voit enfin le jour après de nombreuses années de lutte. Donc, bravo. Le syndicat santé. Là aussi, il y a eu des défis. Tout d'abord, des petites actions, des piquets avec le syndicat de la fonction publique pour la revalorisation de leur carrière, jusqu'à la grande manifestation en ville en juin 2016, puis ça a continué avec le conflit, encore un an, et puis nous avons pu signer deux conventions collectives, deux conventions collectives et une première grève dans le secteur de la santé a dû voir le jour également. C'est la raison pour laquelle je me permets d'exprimer des remerciements particuliers. Donc, merci à tous ceux qui ont participé. Merci à tous ceux qui ont donné un coup de main, qui étaient présents. Et un merci aux personnes qui ont fait la grève. Il y en a quelques-uns dans la salle. Oui, il y a quelques grévistes et nous allons bientôt tous pleurer. En tout cas, vous restez des figures, des références pour moi. Merci. Chers camarades, c'était important de le mentionner, vous comprendrez. Ça ne signifie pas qu'il y aurait moins de reconnaissance pour les autres syndicats interprofessionnels qui, chaque jour, font un travail formidable, qui s'engagent avec leurs délégués pour lutter, enfin, pour améliorer, pour les stratégies, pour sécuriser les conventions collectives existantes, pour introduire de nouvelles conventions collectives, pour défendre les droits et les acquis des salariés, pour garantir les postes de travail, les emplois, pour garantir des perspectives professionnelles. Et toutes ces tâches, nous allons continuer à les mener à bien dans le cadre d'une politique tarifaire coordonnée dans l'intérêt de nos membres.
Chers camarades, un grand merci à tous ceux, ils sont un peu dispersés dans la salle, qui ces dernières années ont aidé ou contribué à la modernisation, à la restructuration, à la reconfiguration de l'OGBL. Vous savez de qui je parle, les membres des comités et des sections. Nous sommes tous conscients ici dans la salle que ce n'était pas évident et que ça ne l'est pas toujours. La décision du Congrès de 2016 de réformer le modèle des sections locales n'était pas une décision facile à prendre à l'époque, mais c'était nécessaire. C'était devenu nécessaire pour pouvoir être prêt à affronter l'avenir, pour pouvoir nous adapter aux besoins de nos membres, pour pouvoir tirer parti de nos ressources de manière optimale. Le salariat au Luxembourg a beaucoup évolué. La géographie, le lieu d'habitation, les qualifications, la nationalité, tous ces éléments ont évolué et nous avons dû nous adapter. La réforme des sections était courageuse et nécessaire, difficile, certes, avec beaucoup de frustration. Nous en sommes pleinement conscients. Pendant 5 ans, nous avons beaucoup œuvré, nous sommes beaucoup querellés également. Et nous avons même organisé un congrès pour concrétiser tout cela. Et vous, camarades des sections, vous avez réussi avec discipline, fermeté, avec une certaine culture du conflit, c'est nécessaire, mais également avec beaucoup de tact. Vous vous êtes doté d'une nouvelle méthode de travail, d'un calendrier précis. Nous sommes maintenant 23 sections et nous travaillons ensemble. Maintenant, vous n'avez jamais renoncé. Vous êtes important pour l'OGBL. Vous êtes un relais important pour nous. Et donc, un grand merci de la part de l'OGBL. Je pense également à nos départements qui mènent un travail précieux. Mais je n'ai pas le temps de tout évoquer, mais je n'oublie pas le département et je tiens à remercier tous ceux qui travaillent justement dans le département. J'arrive bientôt à la fin de mon discours, mais je ne voudrais pas oublier quelqu'un. Quand on parle de proximité avec les citoyens, les secrétaires du SICA, tous les jours, ils sont confrontés à des difficultés qui atteignent les membres. Ils font un travail extraordinaire, conseillers, psychologues. Ils sont notre carte de visite. Je suis consciente que ce n'est pas toujours facile et nous n'avons pas toujours les moyens nécessaires pour organiser ce travail de manière optimale, que ce soit au niveau des conditions de travail et que ce soit d'un service optimal. Mais je vous promets que nous allons creuser la question, essayer de trouver des solutions durables. Merci beaucoup au secrétaire du SICA pour votre engagement quotidien, pour votre persévérance, pour votre patience. Et bien sûr, nous reconnaissons le travail inestimable que vous prestez. Chers camarades, nous tous ensemble constituons le GBL. Nous tous, nous sommes le GBL. Je sais que je peux compter sur vous et vous pouvez également compter sur moi. Merci infiniment pour votre confiance. Vive le GBL!